et bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode de All That Jazz. On est toujours Fanny et Anna, et aujourd'hui on vous présente un épisode en confinement puisque on enregistre à distance, on est obligé. Désolé du coup de la qualité audio qui sera pas forcément top, mais la qualité de notre propos le sera en tout cas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film de saison puisqu'il se déroule à Pâques. Il s'agit de Parade de printemps, Easter Parade en version originale, un film de Charles Waters de 1948 avec Fred Astaire et Judy Garland. Oui. Le film est construit autour de l'œuvre de Irving Berlin. Je crois bien que c'est la première fois qu'on parle de ce compositeur dans le podcast, mais il est vraiment très important dans la comédie musicale hollywoodienne, mais aussi dans la musique américaine en général. Ces chansons font partie de ce qu'on appelle le Great American Songbook. Donc c'est des chansons, des grands classiques avec Gershwin, Cole Porter, Richard Rodgers, Jerome Kern, etc. Irving Berlin, il a notamment écrit White Christmas, donc la très célèbre chanson. Et il a écrit pour le cinéma, par exemple Top Hat avec la célèbre chanson Cheek to Cheek, et pour la scène, notamment Annie Get Your Gun. Alors Easter Parade, parade de printemps, c'est un jukebox musical, c'est-à-dire une comédie musicale qui reprend le catalogue d'un artiste, mais il y a quand même quelques chansons qui ont été écrites spécifiquement pour le film par Irving Berlin, comme Steppin' Out With My Baby, ou encore A Couple of Swells. En fait, ça s'inscrit dans une tendance de la Fried Unit, donc l'unité de production de la MGM, formée autour du producteur Arthur Fried, qui est spécialisé en comédie musicale. Donc une tendance à cette époque de la MGM de produire des films autour de l'œuvre d'un artiste. En 1946, on a ainsi eu La pluie qui chante, Till the Clouds Roll By en VO, autour de l'œuvre du compositeur Jerome Kern, et en 1948, donc la même année qu'Easter Parade, on a Ma vie est une chanson, Words and Music, autour de l'œuvre de Richard Rodgers et Laurence Hartz. Mais la différence d'Easter Parade par rapport à ses films précédents, c'est qu'ici, on n'est pas dans le cas d'un biopic, on va parler de toute autre chose que de la vie d'Irving Berlin. Alors ce mélange entre un catalogue ancien d'un compositeur et des chansons nouvelles, ça sera en fait également le cas quelques années plus tard pour Chantons sous la pluie, avec les chansons de Arthur Freed et de Matthew Earl Brown. Et d'ailleurs, comme pour Chantons sous la pluie, le fait de placer l'intrigue du film un peu plus tôt dans le passé, puisqu'on le dira tout à l'heure, mais Easter Parade se déroule au début du siècle, ça permet en quelque sorte de remettre les plus anciennes des chansons d'Irving Berlin dans leur époque originale. C'est-à-dire qu'une chanson comme Alexander's Ragtime Band, qui est un des très très grands succès de Berlin, date ainsi de 1911. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la MGM va largement faire la publicité autour de ce mélange entre le plaisir de retrouver des airs familiers et la nouveauté, l'exclusivité de chansons écrites pour le cinéma. Alors, Easter Parade est réalisé par Charles Walters, qui est un cinéaste pas forcément très connu de l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne classique. C'est quelqu'un qui commence à Broadway comme danseur. Il va entrer à la MGM comme chorégraphe et notamment pour travailler avec Judy Garland sur Presenting Lily Mars en 1942, puis sur des films comme Girl Crazy, Meet Me in St. Louis et Siegfried Follies. Ensuite, Arthur Freed donc va le laisser réaliser lui-même quelques films, et il a fait vraiment des beaux films comme donc Easter Parade dont on va vous parler, ou encore Summer Stock avec Judy Garland et Gene Kelly, Barclays of Broadway avec Fred Astaire et Ginger Rogers, La Belle de New York avec Fred Astaire et Vera Ellen, également Dangerous When Wet avec Esther Williams, on en avait un peu parlé dans l'épisode sur Charlotte Greenwood, ou encore en 1956 High Society avec Sinatra et Grace Kelly. En fait, au tout début, c'était Vincente Minnelli qui était prévu, mais comme à l'époque, il y avait déjà quelques tensions dans son couple avec Judy Garland, le studio a estimé qu'il était mieux pour l'actrice que ce soit quelqu'un d'autre qui réalise le film. Alors, le scénario de Easter Parade a été écrit par Francis Goodrich et Albert Hackett. C'était un couple marié, en fait, de scénaristes qui étaient très actifs à l'époque, en comédie musicale, mais aussi dans d'autres genres. Et apparemment, ils avaient déjà aidé à remanier le script du Pirate, donc juste avant, également à la MGM, et également avec Judy Garland. Et ils ont aussi écrit In the Good Old Summertime en 1949, qui sera un film avec Judy Garland également. Et ensuite, en 1955, Seven Brides for Seven Brothers, les 7 femmes de Barberousse de Stanley Donen. Personnellement, je trouve pas qu'en tout cas sur ces 2 derniers exemples, que ce soit les scénarios les plus inspirés.
Non. et que East Parade est presque un chef-d'œuvre en termes de scénario en comparaison. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Donc ils vont trouver avec Freed l'intrigue du film, qui est une intrigue effectivement très très simple, mais c'est ça qu'ils cherchaient à faire apparemment, pour valoriser les chansons et les comédiens. Et Irving Berlin, lui aussi, s'est investi dans le scénario. Alors, maintenant, Fanny, dis-nous de quoi ça parle, ce film? Alors, comme d'ordinaire, un pitch très simple va devenir, sans doute très alambiqué quand je vais vous le raconter. Mais, donc East Parade, c'est une histoire qui se déroule au début du XXe siècle, qui met en scène, un couple de danseurs, donc Dawn Hughes, incarné par Fred Astaire, et Nadine Hale, incarnée par Ann Miller. C'est un couple à succès, dans un style particulier qui est celui du ballroom dancing, donc, à la manière de ce que faisait un peu Fred Astaire sur scène ou ce qu'ont fait des danseurs comme Vernon et Irene Castle. Mais en fait, en dépit de ce succès, Nadine veut faire carrière seule et donc elle va abandonner son partenaire, donc le personnage de Fred Astaire. Celui-ci est vexé, évidemment, son ego masculin est blessé et il déclare alors qu'il pourra danser avec n'importe qui. Mais comme on est dans un film de la MGM, ce n'importe qui, ça se trouve être Judy Garland, qui incarne alors une modeste danseuse-chanteuse qu'il va croiser en fait dans un restaurant. Ils vont tenter donc de former un nouveau duo, mais au début ça marche pas, notamment parce que Don va demander au personnage de Judy Garland qui s'appelle Hannah, il va lui demander de copier le style de Nadine, mais au fur et à mesure de l'histoire, ils vont apprendre à faire spectacle ensemble et à trouver en fait un style qui leur correspond, notamment un style plus claquette, plus comédie musicale, où chacun va apporter ce qu'il a de meilleur, hein. Donc Judy Garland, le chant et la comédie et Fred Astaire, eh bien, la chorégraphie. Autour de cette histoire, de spectacle va se superposer bien sûr une histoire d'amour, donc à savoir est-ce que Don a encore des sentiments pour Nadine alors que Anna, bien évidemment, tombe amoureuse de lui à mesure de danser avec lui. Puis on a aussi un troisième personnage dont on parlera tout à l'heure, un personnage incarné par Peter Lawford qui se superpose à ce triangle amoureux. Finalement, bien évidemment, tout s'arrange, Ouf. il triomphe et amoureux parade sur la 5e avenue, dans la scène finale. Oui, il y a un côté un petit peu Pygmalion slash My Fair Lady avec le personnage d'Aster qui dit je peux prendre n'importe quelle fille et en faire une grande danseuse. Et là, il tombe sur Judy. C'est assez, typique de Fred Astaire, en fait. Il est, systématiquement placé dans ce rôle de Pygmalion ou même de correcteur, en fait, des défauts de sa partenaire. Quand on pense Hmm. à Funny Face, Audrey Hepburn, elle incarne une libraire austère. Dans, Six Stockings, Sid Charisse est une communiste frigide et là, je dis une serveuse maladroite et bah, à chaque fois, le personnage d'Astaire, il va avoir pour mission de révéler alors une beauté, une sensualité ou un sens du spectacle qu'elles ignoraient ou refoulaient. Il va toujours avoir ce rôle un peu, professoral, si on peut dire. Mhm. Et juste une petite chose à noter, évidemment, c'est que c'est backstage. Backstage dans l'univers du spectacle. Eh oui. Alors maintenant, petit point sur les comédiens et comédiennes de ce film, puisqu'ils sont tous notables et intéressants. À noter que Easter Parade, c'est le seul film qui rassemble Fred Astaire et Judy Garland. Malheureusement, à notre plus grand regret. Eh oui. Pour l'anecdote, ce devait être Gene Kelly à l'origine, qui devait jouer le rôle de Fred Astaire, mais il s'est cassé la cheville peu de temps avant le tournage. Alors j'ai cru comprendre qu'il s'était cassé en jouant au volleyball ou au baseball selon les versions. C'est à chaque fois un sport différent. Il a menti au studio apparemment en disant que c'était en répétition. Mhm. Mmh. Et donc ça va être l'occasion pour Fred Astaire qui avait pris sa retraite, on va dire qu'il a pris de nombreuses retraites dans sa carrière, Astaire. Mmh. Ça faisait 2 ans qu'il avait pris une soi-disant retraite, mais là, voilà, on lui a demandé de remplacer et il a rempilé. Alors, il y a une différence d'âge assez considérable entre Fred Astaire et Judy Garland dans ce film, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est intégré à l'histoire du film, puisque le personnage de Fred Astaire a plus d'expérience, il a eu une relation avant, donc, avec le personnage de Anne Miller, et il y a des choses assez fines dans la description, je trouve, des relations entre les personnages, et notamment des relations amoureuses. Et bon, on notera que sur, la question de l'âge d'Aster, c'est pas la pire des, différences, on va dire. Ici, Judy Garland a 24 ans de moins que Fred Astaire. D'ailleurs, tout comme, Sid Charisse, qui aura donc toujours 24 ans de moins que Fred Astaire dans, The Bandwagon et dans Six Stockings.
Mais en fait, Aster, comme, on l'a déjà dit, il a une carrière très longue, donc il vieillit, hein, ça arrive, même si ça ne se voit pas, il vieillit et il aura toujours des partenaires, très jeunes, donc mathématiquement de plus en plus jeunes que lui au fil de sa carrière. On peut noter qu'il a ainsi 31 ans de différence d'âge avec, Jane Powell dans Royal Wedding en 51, ainsi qu'avec Audrey Hepburn dans Funny Face en 57. Mais il remporte la palme de la différence d'âge avec Leslie Caron de 33 ans, sa cadette, dans Daddy Long Legs, film de 1955, particulièrement cringy, dont on a, je crois, vaguement au moins déjà prononcé le titre. Oui. Parmi les autres interprètes du film, disons malgré tout quelques mots de l'inénarrable Judy Garland. Donc, ça, c'est un film qui intervient après The Pirate, donc Le Pirate, un film au tournage particulièrement difficile. Et d'ailleurs, elle fera pendant le tournage d'Easter Parade encore des retakes, des nouvelles prises pour Le Pirate, hein. Dans le système des studios, hein, les interprètes travaillaient sur plusieurs films à la fois. Elle était apparemment un peu stressée de travailler avec Fred Astaire, et lui aussi d'ailleurs, mais bon, tout s'est bien passé et les 2 ont beaucoup aimé cette collaboration. Et apparemment, selon Arthur Freed, si Irving Berlin a donné son accord pour le film, c'était grâce à la présence de Judy Garland qui, bon, on le rappelle, hein, était à l'époque une des plus grandes stars de la MGM. Alors, l'autre personnage féminin du film, il est interprété par Ann Miller. Et là encore, il s'agit d'une «remplaçante» entre guillemets, puisque originellement c'était Sid Charisse qui était prévue, mais elle aussi s'est blessée. Ouais, ça aurait été intéressant, hein. Ouais, ça aurait été différent, je Ouais, pense. complètement, ouais. Ann Miller, c'est un second rôle assez fréquent de la MGM. On l'a vu notamment dans On the Town, évidemment, et également dans Kiss Me Kate, quelques années après. C'est vraiment une danseuse exceptionnelle, et son personnage est assez marrant dans ce film. Elle est assez bitchy, on va dire. Là encore, je pense que c'est assez typique de la persona d'Anne Miller. Elle va souvent camper des femmes de caractère, je trouve. Et je pense que c'est directement lié en fait à son style de danse, donc sur lequel on reviendra, hein, des claquettes vraiment explosives qui sont mises en valeur dans des solos particulièrement grandioses. Alors, autre personnage, autre comédien, c'est Peter Lawford. C'était un acteur assez connu de l'époque, pas forcément que pour des musicals, notamment il avait joué dans Le Portrait de Dorian Gray, mais il a fait aussi plusieurs comédies musicales. On va le retrouver notamment dans Mariage Royal en 51 avec Fred Astaire. C'est un personnage que j'ai bien aimé, plutôt sympathique. Il est amoureux de Judy, alors que Ann Miller le kiffe lui. Vous voyez, un espèce de carré amoureux un petit peu compliqué. Mais il n'insiste pas trop. Ce qui est particulièrement rare dans la comédie musicale hollywoodienne classique. Un Fred, un Gene. Et je crois que c'est parce que y a que le personnage principal qui a le droit d'être un gros relou et C'est ça, oui. d'avoir la fille à la fin. Là, il ne l'a pas. Donc voilà. Mais du coup, son personnage et celui de Judy restent amis, il la soutient. À la fin, c'est lui qui vient la voir pour la convaincre de retourner voir Dawn. C'est assez touchant. Et il chante une chanson sympa qui s'appelle A Fella with an Umbrella en duo avec Judy. Ouais, j'adore cette chanson, elle est trop mignonne. Ouais, c'est hyper charmant, ouais, je suis d'accord. Et donc, dans un petit rôle, on retrouve Jules Munchin, un petit rôle comique de serveur. Alors, Jules Munchin, on a parlé de lui à propos de La Belle de Moscou, c'était un des personnages des Russes. Ici, c'est sa première apparition à l'écran, avant Match d'amour, où il sera l'acolyte de Gene Kelly et Frank Sinatra, puis On the Town, où il sera l'acolyte de Gene Kelly et de Frank Sinatra. Donc c'est quelqu'un qui vient de Broadway, du théâtre. Il avait été Mm. rendu célèbre par le show Call Me Mister en 46, une revue à sketch comique pour lequel il avait notamment remporté le New York Critic Award. Et en fait, de façon assez typique, là encore, des comiques importés de Broadway, son numéro, c'est presque ce qu'on pourrait appeler une spécialité, c'est-à-dire un truc indépendant qui Ouais. pourrait être fait. En l'occurrence, c'est une espèce de pantomime comique sur la préparation de la salade François, qui est supposée être sa salade. Bref. Et je voulais signaler la présence de Jenny Legon, qui est donc l'actrice qui joue le mini-rôle de la bonne du personnage d'Anne Miller. En fait, je trouve ça assez exemplaire et hyper triste. C'est donc une danseuse afro-américaine que la MGM avait en contrat depuis plusieurs années sans trop savoir comment l'employer. Elle était hyper talentueuse, enfin c'est vraiment une des claquettistes les plus brillantes de l'époque. Mais en fait, elle n'a jamais eu l'occasion de le montrer au cinéma dans le système raciste et ségrégué des studios. Alors On c'est la voit presque jamais? Dans aucun film, elle danse? pas des films que je connaisse.
Il y a peut-être quelques films, mais peu connus. Mmh. Mais personnellement, j'ai jamais vu de film avec elle, alors que parallèlement, apparemment à la scène, elle était quand même très active. La MGM l'avait quand même autorisée à se produire, sur scène et dans les, night-clubs, de Harlem, qui était alors une des scènes essentielles en fait pour, les performeurs noirs, pour leur permettre de se produire. Mais, je connais pas de film, avec elle, donc c'est presque ironique en fait, comme si pour être, placée dans position de servante d'Anne Miller et Fred Astaire, il fallait une claquettiste, de génie, mais, noire bien évidemment. Mmh. Assez paradoxal, c'est que dans les press books, donc ces documents promotionnels, fabriqués par les studios à la direction des salles de cinéma, il y a quand même un entrefilet sur sa présence. Comme quoi sa présence aurait, un intérêt à être souligné, peut-être pour certains «marchés» entre guillemets. Enfin, ça m'a étonnée, tu vois, de voir Ouais. ça dans les éléments publicitaires parce que si c'est pour aussi peu, l'utiliser, bon, voilà, bref. Maintenant qu'on a fait le tour un peu des interprètes principaux du film, passons aux numéros musicaux qui sont quand même assez remarquables dans ce film. Alors le premier d'entre eux, en fait c'est pas le tout premier parce que d'abord il y a Happy Easter, chanson d'espèce d'ensemble avec plein de gens qui disent Joyeuse Pâques. Mais le premier notable, on va dire, c'est Drum Crazy, donc un solo de Fred Astaire. Il danse en fait devant un enfant, cet enfant reste spectateur, il va pas danser avec lui. Je me suis toujours demandé si c'était une relique du fait que Gene Kelly devait jouer dans le film, puisque c'est plutôt Gene Kelly qui a l'habitude de numéros avec des enfants, notamment dans Escale à Hollywood ou dans Un Américain à Paris, on en avait parlé. Ça se déroule dans un décor avec de nombreuses percussions. On est dans une boutique de jouets, je crois. C'est un peu bizarre ce Mmh. décor. Du coup, Aster va jouer de plusieurs instruments de percussion, en plus du coup de faire des claquettes aussi. Et c'est vrai que les numéros avec les enfants, c'est vraiment typique de Kelly, mais pour le coup, les numéros de batterie sont, eux, très typiques d'Aster, Hmm. dans Damsel in Distress, un film de 1937, et dans Daddy Long Legs en 55. Et il me semble que Caster lui-même était batteur. Autre chanson, It Only Happens When I Dance With You. C'est la chanson romantique du film. Alors, la première fois qu'elle apparaît, c'est un duo entre Fred Astaire et Anne Miller. J'ai revu le film très récemment, donc pour préparer cet épisode, et c'est un numéro que je trouvais un peu chiant jusque-là, mais j'ai enfin compris la dernière fois que j'ai vu le film, parce que quand on le regarde attentivement, il est vraiment très intéressant. C'est une chanson d'amour, mais à ce moment-là, le personnage d'Anne Miller, en fait, n'est plus amoureux de Fred Astaire. Du coup, la sérénade ne marche pas totalement. Et Anne Miller joue très bien le côté je l'aime plus, donc j'ai pas trop envie de danser avec lui, mais quand même il est pas mauvais, j'hésite à me laisser aller. À un moment, Aster ouvre la porte pour continuer la danse dehors, mais elle fait signe qu'elle a froid et ça le coupe dans son élan. C'est vraiment très intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que ce type de danse avec la partenaire qui hésite à se laisser aller, enfin a du mal à se laisser aller et Aster qui essaye de l'aspirer en quelque sorte dans la danse, ça, on va le retrouver souvent chez Aster. On va le retrouver dans Six Stockings avec la danse de Ninotchka là qui découvre finalement sa sensualité. On le retrouve aussi dans un film comme Carefree avec, Ginger Rogers qui est sous hypnose et qui donc par définition se laisse, progressivement aller. Enfin, j'ai trouvé marrant comment c'était très bien intégré à l'intrigue par rapport au style caractéristique d'Aster. Et c'est une chanson qui est reprise 2 fois par la suite dans le film. Elle va être chantée un peu plus tard par Judy Garland à Fred Astaire, puis à nouveau chantée et dansée par Astaire et Miller vers la fin du film. Le titre l'indique lui-même, hein, It Only Happens When I Dance With You. C'est presque une chanson définitoire de la fonction de la danse dans la comédie musicale. Ceux qui dansent ensemble correctement sont ceux qui sont amoureux. Cette alchimie qui surgit dans la danse, c'est ce sentiment amoureux qui se révèle dans le fait de faire des mouvements ensemble. Hmm. Autre numéro à mentionner, c'est le numéro qui s'appelle, Beautiful Faces. En fait, c'est le premier numéro de danse entre Don et Anna qui se produit alors sous le pseudonyme de Juanita. C'est une performance, dite, imparfaite ou ratée comme il y en a souvent dans la comédie musicale en préalable à une performance réussie. Dans cette première danse de Don et Anna, ils sont pas du tout synchronisés, ils se rentrent dedans, Anna n'arrive pas à contrôler sa danse, elle va éborgner son partenaire, tomber, ne parvient pas à arrêter son tour. Enfin vraiment en le revoyant hier, j'ai ri, enfin vraiment ri de bon cœur.
et on voit là encore la puissance comique de Judy Ouais. Garland dans les numéros musicaux, parce que je sais pas, je trouve ça très, très drôle cette séquence. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est que c'est en fait une sorte de parodie de ballroom dancing qui se trouve alors être assez réflexive sur la carrière de Fred Astaire et notamment les problèmes qu'il a rencontrés, assez souvent avec les robes de ses partenaires et notamment avec les robes de Ginger Rogers. Le plus célèbre exemple de ça, c'est, Chick to Chick avec la fameuse robe à plumes de Ginger Rogers qui apparemment se déplumait au fil de la danse. Et ben là, pareil, on voit vraiment de façon hyper ostensible les plumes qui tombent et elle les met dans le visage de Fred Astaire, Judy Garland. Enfin voilà, je trouve ça vraiment hyper drôle. Oui, il y a beaucoup de moments très drôles dans ce film, hein. Ouais. Alors, autre passage qu'on voulait mentionner, c'est la séquence montage en mode vaudeville, donc enchaînement de numéros. On a la chanson I Love the Piano qui commence donc dans l'appartement de Don sous forme de répétition et on transitionne ensuite vers le numéro sur scène. Ensuite, on a plusieurs chansons assez rigolotes, Snooky Hookums que j'aime bien et Ragtime Violin. Et enfin, When the Midnight Choo-Choo Leaves for Alabama, qui est, en fait, à ce moment-là, les personnages auditionnent pour une production Ziegfeld, parce qu'il y a toujours Ziegfeld quelque part quand on est dans le backstage et qu'on est au début du XXe siècle. Bah oui, autrement ça fait pas sérieux, ça fait pas crédible. C'est ça. Et en fait, toutes ces chansons, c'est beaucoup des anciens tubes de Berlin. Il y a vraiment un espèce de medley des chansons anciennes, de Berlin, collées ici. Et donc, c'est une séquence assez rapide, enfin, on enchaîne les numéros, qui va montrer, en fait, les progrès incroyables du couple de danseurs à ce moment de l'histoire. Et qui montre qu'ils vont finalement trouver leur alchimie, donc à partir du moment où Don ne demande plus à Anna d'imiter Nadine. Mm. Bah, en parlant de Nadine, justement, numéro suivant, Shaking the Blues Away, qui est un solo absolument incroyable d'Anne Miller. C'est une très bonne démonstration de son style mitraillette hyper rapide et typique en fait des numéros de ces performeuses claquettistes exceptionnelles qui vont exploser en solo, hein. Je pense également à quelqu'un comme Eleanor Powell. On va toujours avoir, ce moment où elles vont se révéler extraordinaires dans la danse. Ici, c'est vraiment accentué par la mise en scène, hein, parce qu'au début, on a un plan large, donc où on voit Nadine sur la scène d'un théâtre immense. Elle est toute petite et seule, Mm. mais elle va brillamment occuper l'espace. Et c'est mis en scène aussi ce caractère spectaculaire de la danse par le costume, parce qu'elle porte une espèce de jupe portefeuille qui lui permet de dévoiler ses jambes, c'est d'un coup hyper sec, de manière très Ouais. très encore spectaculaire. Et ce qui me plaît bien aussi dans cette séquence, c'est qu'on va avoir une mise en scène du regard et notamment du regard masculin, puisque c'est une performance qui va être encadrée par des contre-champs sur Don, donc qui se trouve alors dans le public et qui assiste à ce triomphe de Nadine. C'est presque une performance d'autant plus extraordinaire qu'il est alors le témoin du succès de son ancien partenaire et à ce moment-là, il est assez jaloux de cette réussite. Mais d'ailleurs, il applaudit même pas à la fin du numéro. Ouais, il se barre. Oui, c'est ça, j'étais choquée, franchement. Alors que ça mérite des applaudissements. Numéro suivant, c'est Stepping Out with My Baby. C'est un numéro absolument superbe, je trouve. Pour moi, un des plus beaux numéros de Fred Astaire. Donc c'est un numéro sur scène, où le personnage est sur scène à ce moment-là, avec un grand ensemble de danseurs derrière lui. Donc on a un Fred Astaire très classe, avec son chapeau, sa canne, son smoking blanc. Et il est entouré, enfin il va danser avec plusieurs femmes successivement, qui sont dans des costumes un peu exotiques, on va dire. Et je me suis demandé même s'il n'y avait pas un léger brown face sur ce numéro. Ah ouais, je me suis demandé aussi, j'ai même cherché et j'ai pas trouvé qui étaient les Ah ouais? danseuses pour savoir si c'était des danseuses qui étaient latines d'origine ou pas, mais j'ai pas trouvé, c'est difficile de trouver la liste et de savoir qui est qui en fait. Ah ouais, sur les performeurs des ensembles, Ouais, c'est, exactement. Donc je ne sais pas. Et alors il y a un truc très notable dans ce numéro, c'est qu'à un moment, Aster va danser au ralenti alors que les danseurs derrière lui semblent à vitesse normale. C'est vraiment très étonnant ce moment. Et j'imagine que ça a été tourné par Aster à vitesse normale devant une sorte de fond vert, puis ensuite ralenti et incrusté devant le plan de l'ensemble. En tout cas, c'est particulièrement frappant comme moment, je trouve. Autre numéro mémorable, A Couple of Swells. Donc c'est un numéro qui se déroule vraiment juste après celui qu'on vient de citer. Il est également joué sur scène dans le spectacle donc de Don et de Hannah. C'est un duo comique où Judy et Fred jouent des clochards, figurez-vous.
Et apparemment, Fred, il était moyennement à l'aise dans ce registre qui est vraiment aux antipodes, si on peut dire, de sa persona toujours impeccable, tirée à 4 épingles. Alors que Judy Garland, enfin, elle kiffe quoi, ça se voit quoi, elle s'amuse comme une folle. Donc je trouve que le contraste est toujours assez marrant entre les 2. Oui, Et d'ailleurs Judy Garland, c'est un costume qu'elle reprendra à moult reprises pour ses concerts dans les années 50 et 60 parce qu'elle fera beaucoup de concerts sur scène. Il y a toujours un moment où elle enfile le tram costume et chante, des chansons, d'ailleurs pas forcément A Couple of Swell, d'accord. mais on a beaucoup de photos même de Over the Rainbow où elle a gardé le costume parce qu'elle a chanté juste avant et où elle chante Over the Rainbow en tramp. D'accord. Et enfin, le numéro final, donc le numéro de titre, Easter Parade, dans lequel Judy Garland fait la cour à Fred Astaire, et ça, c'est beau. Oui, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est le plan au tout début, lorsqu'il arrive et qu'elle ait les bras croisés et que vraiment, genre, elle le check out, quoi. Elle le Ouais, regarde de haut en bas pour voir s'il a une allure convenable. C'est rigolo si on met ce plan en parallèle à un plan du début dans le restaurant. Pareil, tu sais, il va la faire tourner pour la regarder sous toutes les coutures, donc on a presque une symétrie avec une sorte de renversement malgré tout du rapport de force. Et dans leur petite danse qui précède la sortie sur la 5e avenue, à un moment, donc elle le fait tourner et il se laisse faire et se laisse presque asseoir sur les genoux de Judy Garland. oui, Et à ce moment-là, il fait quelque chose en mode ah non, là ça va trop loin. Genre le gender bend va trop loin, là je peux pas m'apaiser à faire ça. Et du coup, ils partent. Mais je trouve ce petit moment un peu queer très très rigolo et jubilatoire. oui, j'aime beaucoup aussi, ouais. Et enfin, on voulait mentionner un numéro coupé, qui est la chanson Mr. Monotony. C'est le numéro en fait qui était censé commencer la, show sequence donc de leur, spectacle d'ouverture avant Stepping Out et A Couple of Swell. On devait avoir 3 numéros, donc un solo de Garland, un solo d'Aster et un duo. Mais finalement, j'imagine que ça a été jugé un peu trop long de mettre 3 numéros illustrant un même spectacle. Mais en fait, Mm. le numéro qui a été tourné et enregistré, on peut en voir des parties dans les bonus. Je crois que c'est les bonus d'Easter Parade, mais je ne suis pas tout à fait sûre à vrai dire. Ce qui a toujours alimenté ma confusion, c'est qu'elle a le même costume dans ce numéro coupé que dans Get Happy de Summer Stock qui sera tourné quelques années plus tard. Moi, ça a toujours été un mystère pourquoi ce même costume réapparaît. Moi, je pense que c'est parce que le costume est trop stylé et trop sexy, et que ça aurait été un gâchis Bah de ne ouais, pas voir Judy Garland dedans. Et comme, voilà, bah, heureusement. voilà, je pense que Charles Walters l'avait remarqué, et 2 ans plus tard, il a tourné un autre film avec Judy, il a dit maintenant, c'est le moment, on recasse ce costume. Et il avait bien raison. C'est une chanson qui a été écrite exprès pour le film, mais qui a été, recyclée par Irving Berlin, même si elle n'était pas utilisée dans le film. Elle a été recyclée dès 49 dans son musical scénique Miss Liberty. Donc, dans la comédie musicale, rien ne se perd, tout est recyclé. Alors, nous allons faire une petite séquence typique de nous, on va dire toutes les thématiques autour du genre, du féminisme. Qu'as-tu à nous dire sur ça, Fanny? Alors, moi, il y avait 2 choses. D'abord, le fait que j'aime particulièrement Judy Garland dans ce rôle parce que, ça résume bien sa persona. Elle est toujours, à cette époque-là encore, hein, l'autre fille, moins séduisante, moins prétentieuse, moins sophistiquée que le personnage, d'Anne Miller et au début, elle sera jugée comme inadéquate avec ce numéro raté, dont on a déjà parlé, quand elle doit faire comme Nadine et finalement, au fil de la progression, du film, elle va trouver sa place quand on lui laisse l'occasion d'exprimer son talent, donc ici, en l'occurrence, le chant. Donc je trouve qu'on a une belle progression de personnages, féminins sur ce film et quelque chose qui résume bien, encore une fois, la persona de Judy Garland à l'époque. De manière générale et l'autre chose que j'aime bien dans le film, c'est, cette, dynamique donc du trio Dawn, Anna et Nadine. Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on va vraiment avoir 2 trajectoires féminines qui vont chacune à leur manière s'extraire de l'emprise de, Dawn. Cette emprise étant symbolisée en fait par la forme du ballroom dancing qui est supposée être une danse assez patriarcale dans la mesure où le danseur va diriger la Hmm. danseuse. Elles vont réussir à triompher dans le style qui leur convient, que ce soit les claquettes solo pour Nadine
ou dans le vaudeville dansé-chanté avec une forte composante comique pour Anna. C'est très emblématique de la façon dont la comédie musicale va transcrire en termes esthétiques, donc ici en style de musique et de danse, des enjeux sociaux, ici des rapports de force genrés. Alors moi j'avais un petit truc que j'avais remarqué, c'est vraiment un détail, mais c'est voilà un dialogue qui est très explicite sur ces questions de genre finalement à la fin du film. Donc l'ami de Judy, le personnage de Peter Lawford, lui dit bah si tu l'aimes va lui dire. Et elle répond ah mais c'est plus facile pour les hommes de faire ça. Et il demande pourquoi, et elle répond je sais pas c'est comme ça. Et là elle a une espèce de révélation, tu vois son visage s'éclairer, et en fait elle réalise qu'elle peut très bien aller elle-même lui déclarer son amour, elle n'est pas obligée d'attendre qu'il le fasse. Et c'est ça qui va déboucher sur la séquence finale, Easter Parade, dont on parlait. Donc c'est vraiment explicite, quoi, cette thématique. Mmh. C'est qu'elle peut tout à fait faire le premier pas. Exactement. Et donc c'est un film qui va, remporter un très, très gros succès, hein. C'est un des plus gros succès de la MGM pour l'année 1948 avec 6 millions de dollars de recettes de box-office et c'est vraiment le dernier, big budget musical, de, Judy Garland à la MGM, le dernier film de très haute catégorie, qu'elle fera Ouais. là-bas. Et du coup, c'est un tel succès que la MGM, forcément, va tenter de rassembler à nouveau Fred et Judy, Bah oui! mais ils ne vont pas réussir à cause donc, des ennuis de santé de Judy à cette période. On en avait parlé dans notre épisode consacré à Judy Garland. Parce qu'on l'avait dit, hein, qu'elle était prévue pour danser dans Barclays of Broadway en 49. Ce sera finalement, Ginger Rogers et aussi dans, Mariage royal en 51, ce sera finalement Jane Powell. Donc malheureusement, nous n'aurons pas d'autres films avec Fred Astaire et Judy Garland, mais malgré tout, nous avons Easter Parade que nous vous conseillons vraiment de regarder et d'autant plus en cette période, un peu morose. Tout à fait, c'est vraiment le moment de voir ce film. Eh bien, c'est fini, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode sur Easter Parade, on espère que ça vous a plu. On remercie nos partenaires, L'écran pop et Tony Comedy et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt! Salut!